Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation, l'AIPE, l'association pour l'inclusion des personnes extraordinaires, met tout en œuvre pour faciliter l'accès à des loisirs, au sport et à la culture à des personnes en situation de handicap. Pour en parler avec nous, je suis avec Frédérique Montel, présidente de l'association AIPE, et Perrine Bouin, trésorière de l'association. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les différentes actions menées par l'AIPE ? Alors, notre association qui a été créée en 2017 propose des temps d'écoute aux familles, des temps de répit, l'accès au sport et aux loisirs. Elle propose aussi régulièrement des formations, mais aussi des conférences. Et dernièrement, on a fait également une journée bleue qui regroupait pas mal de choses différentes. D'initiatives autour du sport, en l'occurrence le 2 avril. Le bleu est souvent rattaché à la couleur de l'autisme, donc pas toutes les années parce que c'est difficile à mettre en œuvre avec nos plannings, mais voilà, régulièrement le 2 avril, journée mondiale de sensibilisation, on a des actions. Voilà. Que signifie plus précisément personne extraordinaire ? Une personne extraordinaire, c'est une personne qui n'est pas ordinaire. Quelqu'un qui a une différence neurologique. Et un de vos souhaits, par exemple, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap dit invisible. Quelles sont justement les différentes formes de handicap invisible ? Comme son nom l'indique, c'est vrai qu'il faut sortir des habitudes comme quoi une personne en situation de handicap est en fauteuil, ou alors on peut penser à tout ce qui est moteur, alors que ce qui est moteur, ça ne concerne que 20% des handicaps. Donc 80 représente le handicap invisible. Donc là, on a tout type de particularité, on appelle ça les TND, troubles neurodéveloppementaux. On retrouve l'autisme, le TDAH et d'autres formes de différences neurologiques. Quelles sont les principales difficultés auxquelles peuvent être confrontées justement ces personnes extraordinaires dans leur quotidien ? Principalement, c'est un sentiment d'isolement. C'est vrai que d'un seul coup, quand on est en situation de handicap, on est comme dans une dimension parallèle. On est exclu de beaucoup de choses, et notamment les loisirs, mais aussi la santé. C'est un vrai parcours du combattant, pour le coup, parcours de soins très difficile. Donc c'est vrai qu'une personne en situation de handicap, elle a besoin d'avoir un lien et des interactions sociales, et pas de se retrouver isolée. Ça va lui permettre d'évoluer dans notre société, et ça peut être très, très intéressant de créer des groupes d'habilité sociale, et nous c'est ce qu'on tend à faire un maximum. Ces difficultés que vous venez justement d'évoquer, elles peuvent entraîner des conséquences, lesquelles par exemple ? C'est vrai que généralement ces difficultés sont déjà mal comprises, et en général quand on ne comprend pas, eh bien, on va s'écarter, on ne va pas faire en sorte d'accompagner la personne, alors que c'est quand même dans la loi 2005 d'avoir un accès de manière égale à ce qu'on appelle l'égalité des chances, l'égalité d'accès donc aux soins, à l'école. Donc difficulté, ça va être le fait qu'une personne ne va pas forcément faire l'effort de chercher à comprendre comment inclure la personne, comment est-ce qu'elle fonctionne. Si elle ne parle pas, on peut quand même faire des choses avec une personne qui ne parle pas. Donc on est en train un petit peu de payer le retard français. Ça va être en effet des difficultés liées à l'école. Il y a beaucoup de difficultés liées à tout ça, à la crèche, à tout le monde de la petite enfance d'un côté. Et après, il ne faut pas oublier les adultes, où il y a après un souci à l'emploi. On est un petit peu crescendo comme ça. Voilà. C'est l'exclusion de manière générale. En fait, et ces conséquences, elles sont liées aussi généralement aux stéréotypes qui peuvent être associés à ces personnes. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, on peut parler de quelques anecdotes qui nous sont arrivées dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, Perrine croise les gendarmes avec son fils, si tu veux raconter. Oui, j'ai mon fils qui ne s'est pas pointé, ça fait partie, donc mon fils est autiste et malvoyant, il a une hypotonie au niveau des mains, donc il n'arrive pas à faire comme ça, donc il va utiliser son doigt, son majeur, et en plus un gendarme
tape à la vitre, et lui, il a sorti sa tête par la vitre, il a demandé qui c'était, il ne savait pas dire c'est qui, il a dit c'est quoi, donc il est sorti, il a fait comme un doigt d'honneur devant le gendarme, il a dit c'est quoi ça? Donc sur le coup, on a calmé le jeu, j'ai dit il est autiste, il y a un souci, mais c'est vrai que sur le coup, la personne n'a pas du tout compris et m'a pas forcément cru tout de suite. Mais pareil, c'est encore lié à la méconnaissance. C'est lié à la méconnaissance et c'est pour ça aussi que vous mettez un point d'honneur à l'inclusion de ces personnes en situation de handicap, tout autour du sport, mais pas que, également autour des loisirs et de la culture. Pourquoi ? Les loisirs et la culture, le sport, ce qui est très très important, c'est que ça va créer de l'endorphine. Au niveau du sport, ça améliore aussi la santé. Je pense que tout le monde fait du sport pour être en meilleure santé. Et lorsqu'on a des personnes en situation de handicap qui sont cloîtrées chez eux, et ben forcément leur santé elle se dégrade. Donc là, l'accès au sport, ça va leur permettre une meilleure santé. Donc je parlais de l'endorphine, mais aussi de la confiance en soi. Et puis ça va leur permettre également d'intégrer au mieux petit à petit certainement des sports collectifs. Donc nous on travaille d'abord en sport individuel, mais ensuite en sport collectif. C'est vraiment l'idée de tremplin en fait, l'inclusion c'est ça. C'est comme à l'école quand vous avez des AESH, donc des gens qui accompagnent, le but c'est d'être de plus en plus estompé. Maria Montessori disait apprends-moi à être autonome. C'est ça l'idée, c'est on accompagne et après on s'écarte. Donc pour le sport, c'est ça. On va par exemple travailler ce qu'on appelle l'enchaînement des tâches. Ça peut être compliqué pour nos enfants. Le fait de savoir le faire de manière isolée en sport dans une salle avec du 1 pour 1, on peut espérer qu'après il y ait une intégration possible. Je redonne l'exemple de mon fils, il peut participer à une course aujourd'hui. Alors certes il est accompagné, mais s'il n'avait pas fait du sport adapté, c'était pas possible avant. Voilà. Et au niveau des loisirs, on a 2 éducatrices qui proposent régulièrement à l'association des activités de loisirs. Alors dans un premier temps, c'est avec les membres de l'association, mais c'est vrai que nous on vise à après mélanger. à mélanger et à aller sur des lieux où il y a plus de personnes et ça se prépare en amont et c'est ce qu'on fait à l'association. Quand on parle de pour tous, j'ai envie de dire pour tous vraiment, parce qu'en fait sur un tas d'affiches on voit l'inclusion pour tous, l'école pour tous, mais on sait très bien quand on arrive avec notre enfant on va dire ah ça va pas être possible, on n'est pas formé, donc nous on est pour le pour tous mais réel. Et en quoi ces séances de sport ou ces loisirs, ils ont vraiment un rôle essentiel dans l'épanouissement des jeunes, des personnes, de tout le monde en fait? Il y a peut-être déjà le sentiment de réussite qui est compliqué quand vous mettez votre enfant dans la société ordinaire avec un accompagnement qui est quand même assez minime. On va vers l'échec, il n'y arrive pas, on essaye. Donc là, une personne qui arrive à gagner des points, à terminer premier, ça fait du bien pour l'estime de soi. Et après, évidemment, on parle des bienfaits du sport, mais j'ai envie de dire, il y a quand même une grosse partie commune à n'importe qui. On sait très bien qu'après une séance de sport, on est plus zen. Ça, c'est vraiment commun à tout être humain. Vous proposez également des formations. Au cours de l'année, est-ce que ces formations, elles s'adressent à qui en fait? Elles peuvent s'adresser aux professionnels, aux personnes, aux parents, aux proches, et quels sont leurs objectifs? Alors le public concerné par les formations, c'est ouvert à tout public. Parce que pour nous, c'est très important de former un maximum de gens. Donc c'est-à-dire que ça s'adresse à l'éducation nationale, ça s'adresse aux professionnels de santé, ça s'adresse aux familles, mais ça s'adresse aussi aux personnes lambda qui ont envie de connaître un petit peu tout ce monde de la neurodiversité. Et ensuite, on a essayé différents formats. C'est vrai qu'on peut avoir des formations grand public avec peut-être plus de monde. Après, on sait très bien qu'il y a des besoins, parce qu'il y a les besoins et les demandes. Vous avez des personnes en demande, c'est pas forcément celles qui ont le plus besoin. Et donc, on a essayé de cibler par petits comités, spécial éducation nationale, spécial profession libérale ou spécial parents. Les exemples sont pas les mêmes. Donc, on tâtonne un peu nous aussi en fonction des besoins qu'on a. Après, on a en général de très bons retours parce que les personnes très souvent partent de zéro. C'est souvent leur première formation. Merci en tout cas, désolée, on en reparlera une prochaine fois, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous êtes Frédérique Montel, présidente de cette association, et Perrine Boin, vous êtes trésorière. On peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet laipe-asso.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application, le site internet Radio Sensation.